Le soir, pendant le souper, son père déclara que l'on devait à son âge apprendre la vénerie. Et il alla chercher un vieux cahier d'écriture contenant par demande et réponse tout le déduit des chasses. Un maître y démontrait à son élève l'art de dresser les chiens et d'affêter les faucons, de tendre les pièges, comment reconnaître le cerf à ses fumées, le renard à ses empreintes, le loup à ses déchaussures, le bon moyen de discerner leur voix, de quelle manière on les lance, où se trouve ordinairement leur refuge, quels sont les vents les plus propices, avec l'énumération des cris et les règles de la curée. Quand Julien put réciter par cœur toutes ces choses, son père lui composa une meute. D'abord, on y distinguait 24 lévriers barbaresques, plus véloces que des gazelles, mais sujets à s'emporter. Puis, 17 couples de chiens bretons, tiquetés de blanc sur fond rouge, inébranlables dans leur créance, forts de poitrine et grands hurleurs. Pour l'attaque du sanglier et les refuites périlleuses, il y avait 40 griffons poilus, comme des ours. Des mâtins de Tartarie, presque aussi hauts que des ânes, couleur de feu, l'échine large et le jarret droit, étaient destinés à poursuivre les aurochs. La robe noire des épagnols luisait comme du satin. Le jappement des talbots valait celui des bigles chanteurs. Dans une cour à part, grondaient en secouant leurs chaînes et roulant leurs prunelles 8 dogues alins, bêtes formidables qui sautent au ventre des cavaliers et n'ont pas peur des lions. Tous mangeaient du pain de froment, buvaient dans des auges de pierre et portaient un nom sonore. Mais la fauconnerie, peut-être, dépassait la meute. Le bon seigneur, à force d'argent, s'étant procuré des tiercelets du Caucase, des sacres de Babylone, des gerfauds d'Allemagne et des faucons pèlerins, capturés sur les falaises au bord des mers froides, en de lointains pays. Ils logeaient dans un hangar couvert de chaume et attachés par rang de taille sur le perchoir, avaient devant eux une motte de gazon où de temps à autre on les posait afin de les dégourdir. Des bourses, des hameçons, des chausses-trappes, des miroirs, toutes sortes d'engins furent confectionnés. Souvent, on menait dans la campagne des chiens d'oiselle qui tombaient bien vite en arrêt. Alors, des piqueurs, s'avançant pas à pas, étendaient avec précaution sur leur corps impassible un immense filet. Un commandement les faisait aboyer, des cailles s'envolaient, et les dames des alentours, conviées avec leurs maris, les enfants, les camérières, tout le monde se jetait dessus et les prenait facilement. D'autres fois, pour débûcher les lièvres, on battait du tambour. Des renards tombaient dans des fosses, ou bien un ressort se débandant attrapait un loup par le pied. Mais Julien méprisa ces commodes artifices. Il préférait chasser loin du monde, avec son cheval et son faucon. C'était presque toujours un grand tartaret de Skythie, blanc comme neige. Son capuchon de cuir était surmonté d'un panache. Des grelots d'or tremblaient à ses pieds bleus, et il se tenait ferme sur le bras de son maître pendant que le cheval galopait et que les plaines se déroulaient. Julien, dénouant ses longes, le lâchait tout à coup. La bête hardie montait droit dans l'air comme une flèche, et l'on voyait 2 taches inégales tourner, se joindre, puis disparaître dans les hauteurs de l'azur. Le faucon ne tardait pas à descendre, tout en déchirant quelques oiseaux, et revenait se poser sur le gantelet, les 2 ailes frémissantes. Julien vola de cette manière le héron, le milan, la corneille et le vautour. Il aimait en sonnant de la trompe à suivre ses chiens qui couraient sur le versant des collines, sautaient les ruisseaux, remontaient vers le bois et, quand le cerf commençait à gémir sous les morsures, il l'abattait prestement puis se délectait de la furie des mâtins qui le dévoraient, coupé en pièces sur sa peau fumante. Les jours de brume, il s'enfonçait dans un marais pour guetter les oies, les loutres, les albrancs. 3 écuyers, dès l'aube, l'attendaient au bas du perron, et le vieux moine, se penchant à sa lucarne, avait beau faire des signes pour le rappeler.
Julien ne se retournait pas. Il allait à l'ardeur du soleil, sous la pluie, par la tempête, buvait l'eau des sources dans sa main, mangeait en trottant des pommes sauvages. S'il était fatigué, se reposait sous un chêne, et il rentrait au milieu de la nuit, couvert de sang et de boue, avec des épines dans les cheveux et sentant l'odeur des bêtes farouches. Il devint comme elle. Quand sa mère l'embrassait, il acceptait froidement son étreinte, paraissant rêver à des choses profondes. Il tua des ours à coups de couteau, des taureaux avec la hache, des sangliers avec l'épieu, et même qu'une fois, n'ayant plus qu'un bâton, se défendit contre les loups qui rangeaient des cadavres au pied d'un gibet.